8h40 à Tel Aviv, on prend tout de suite la direction de Paris. Ils se sont retrouvés hier après-midi à Paris 7 ministres de la Défense représentant les pays les plus engagés dans la campagne militaire contre l'État islamique. Le temps de faire les premiers bilans d'1 an et demi de frappes aériennes et de trouver des moyens d'intensifier la pression sur le groupe terroriste qui serait d'après eux en difficulté. Léa Berdugo. Côte à côte pour mieux lutter contre le groupe État islamique. Autour de la table, toute la journée, les ministres de la Défense des 7 pays les plus engagés ont fait le point sur les actions de la coalition internationale avec des premiers reculs de l'EIA Kobané, Sinjar et Ramadi. Le ministre français de la Défense s'est félicité des avancées dans la lutte contre Daesh. Nos efforts conjoints, ainsi que ceux de tous les membres de la coalition, portent leurs fruits. Et on observe ces dernières semaines un recul de Daesh. Sa résilience doit toutefois nous amener à améliorer encore notre action. Quels moyens seront mis en place? Plus d'avions de combat, mais également plus de formateurs de troupes au sol. Le secrétaire d'État américain à la Défense a énoncé sa feuille de route pour détruire le groupe État islamique. Premièrement, détruire le cancer de l'État islamique en supprimant ses centres de pouvoir à Raqqa et Mossoul. Deuxièmement, lutter contre les métastases de cette tumeur à travers le monde. Enfin, troisièmement, protéger les populations chez nous. Le 25 janvier doivent se tenir des pourparlers pour une solution politique à apporter à la Syrie. Ils s'annoncent difficiles en raison de désaccords sur la composition de la délégation de l'opposition. Cette question était au cœur ce mercredi à Zurich de la rencontre entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov. Alors les attaques qui se multiplient en dehors de ce qu'on peut qualifier des frontières de l'organisation de l'État islamique. Le Pentagone qui décide de toucher au portefeuille de Daesh en visant des centres de détention d'argent liquide. Nous sommes en ligne à présent avec Michael Horowitz, expert en géopolitique. Bonjour. Alors est-ce que les frappes sont suffisantes pour éradiquer ce phénomène? Elles sont suffisantes pour compléter une partie de la stratégie américaine. Rappelez-vous que quand la coalition avait commencé ses frappes contre l'État islamique il y a plus d'1 an et demi, le président Obama avait parlé d'une stratégie qui visait à contenir et à défaire l'État islamique. Puisque à l'époque, le groupe faisait encore des avancées significatives en Syrie et en Irak. Si on regarde cette stratégie d'endiguement, l'État islamique spécifiquement en Irak et en Syrie, on peut dire qu'elle est plutôt positive. En Syrie, rappelez-vous, il y avait la victoire de Kobani qui avait permis de repousser l'État islamique dans le nord du pays. En Irak, bien que l'armée peine encore à avancer, elle a réussi à reprendre la ville de Tikrit, à reprendre aussi celle de Ramadi, alors qu'au nord, les Kurdes ont repris une grande partie de la frontière avec la Syrie. Le problème, c'est de passer d'une stratégie de containment, d'endiguement à une stratégie de défaite. Alors justement, Daesh qui recule en Irak, en Syrie, vous l'avez dit, mais qui gagne du terrain en Libye. La coalition, finalement, est-ce qu'elle n'a pas une vue trop limitée de la situation? Est-ce qu'elle ne devrait pas développer une vue plus globale du danger que représente l'État islamique? Oui, elle doit avoir une vision plus globale. Parce que, justement, l'État islamique ne vise pas simplement à s'étendre en Irak et en Syrie, il vise à s'étendre sur une large partie des territoires à forte population musulmane et qu'il a réussi à utiliser ses succès en Irak et en Syrie pour bâtir des bastions de pouvoir, notamment je pense à la Libye qui est extrêmement inquiétante puisque la Libye en fait sert de point d'appui pour la diffusion de la puissance de l'État islamique à la fois vers le Maghreb mais aussi vers l'Afrique subsaharienne. Donc effectivement, il faut avoir une stratégie plus globale. Le problème, c'est que politiquement, c'est extrêmement compliqué dans des zones avec des régimes qui sont des régimes en fait faillis. Quand vous regardez des régimes comme la Libye ou même des régimes subsahariens qui ont extrêmement de difficultés à régler déjà leurs problèmes avec Al-Qaïda et qui voient maintenant une compétition extrêmement dangereuse entre l'État islamique et Al-Qaïda. Voilà, avec des intérêts pour chacun des pays de la coalition qui sont parfois divergents, on peut le dire. Merci beaucoup, Michael Horowitz, d'avoir répondu à nos questions. Merci.
Pour la deuxième journée consécutive, plusieurs centaines de manifestants réclamant des emplois ont été dispersés hier par la police à Kasserine, dans le sud-ouest, centre-ouest de la Tunisie. Le mouvement de colère qui s'est répandu dans d'autres villes du pays. Le point en images. Les manifestants jettent des pierres, les policiers y répondent par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Depuis plusieurs jours, à Kasserine, dans le centre-ouest de la Tunisie, les contestations sont fortes. Plusieurs policiers et habitants ont été blessés. Cette région est minée par un taux de chômage élevé. Ce mercredi, ils étaient des centaines rassemblés devant le siège du gouvernorat. Ils réclament des solutions. Nous savons que le problème du chômage est un problème national et c'est pourquoi la révolution de 2011 a eu lieu. Aujourd'hui, ce sont les mêmes slogans qui sont scandés: travail, liberté, dignité. Nous n'avons pas vu de changement dans les politiques économiques et sociales du gouvernement. Il y a toujours autant de pauvreté, et même plus qu'avant. D'autres villes du pays manifestent en soutien à Kasserine. Plus de 150 personnes s'étaient rassemblées à Tunis. Le ministère de l'Intérieur veut éviter toute escalade et souhaite protéger ses citoyens. Il promet des mesures en faveur de la région. Il s'agit notamment de 5000 embauches, 600 millions d'euros d'allocations et la construction de 1000 logements sociaux. Le gouvernement est un gouvernement démocratique. Ce gouvernement tient à garantir les droits des manifestants d'exprimer leur opinion et leurs protestations. Et en même temps, le gouvernement est attaché à ses obligations dans la protection des propriétés publiques et privées. La ville de Kasserine s'est embrasée le week-end dernier après la mort d'un chômeur de 28 ans qui s'est tué en escaladant un poteau devant le siège du gouvernorat. Il protestait contre son retrait d'une liste d'embauche dans la fonction publique. Ali Wakeel, est-ce que ça peut prendre encore plus d'ampleur, ce mouvement, et se transformer finalement en révolution du jasmin comme on l'a vu il y a 5 ans? Sur le niveau social, ça peut prendre encore plus d'ampleur parce que Nathalie, le chômage n'arrive pas à baisser, le manque d'emploi est critique, la jeunesse est sans espoir et l'espoir qui a été investi dans cette révolution du jasmin, il se fonce dans une bureaucratie, une administration, une corruption qui gâche tout ce qui a été achevé pendant la révolution du jasmin. Je ne pense pas qu'on peut arriver jusqu'à une nouvelle révolution qui met en question tout le système politique tunisien, mais oui, ça peut menacer la stabilité du gouvernement, une stabilité qui est tellement exigée dans une période où on sait que des forces islamistes assez radicales attendent leur opportunité pour s'attaquer à tout le système tunisien. Alors, est-ce qu'on avait une vision erronée, parce qu'on avait l'impression jusqu'à présent que la Tunisie, elle réussissait sa transition démocratique? Non, si on parle de la transition démocratique, elle a réussi. N'empêche que malgré la réussite de cette transition démocratique, les mœurs et les coutumes et les habitudes corrompues de l'administration tunisienne étaient encore là. Le fait que l'administration est immense en Tunisie, 35% du PIB, ce sont des dépenses sur l'administration. Et si vous n'êtes pas pistonné, vous n'avez pas de chance d'être accepté, de recevoir un emploi dans le système public. Et c'était une question de temps quand est-ce que le peuple va se réveiller du rêve où il était de cette transition démographique pour essayer de faire face aux difficultés quotidiennes. Et voilà, et le réveil est là. Merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous ce matin. On passe tout de suite à l'essentiel de l'actu internationale en bref et en images. Le 21 janvier 2006 débutait le calvaire d'Ilan Halimi, torturé à mort par le gang des barbares. 10 ans après, la blessure reste vive dans la communauté juive face à ce crime qui aurait dû alerter la société sur un antisémitisme qui tue. Comment intensifier la campagne militaire menée contre Daesh qui recule en Irak et en Syrie mais conserve une puissante force de frappe et d'attraction? C'est la question inscrite à l'ordre du jour de la coalition menée par les États-Unis qui s'est réunie hier à Paris. Et puis elle serait la 5e plus grosse planète du système solaire. Reste qu'à ce jour, personne n'a encore pu l'observer. Les chercheurs américains de l'Institut technologique de Californie ont découvert des indications selon lesquelles une 9e planète très grosse existerait dans notre système solaire. Allez, je vous emmène aux États-Unis à présent avec un nouveau soutien pour Donald Trump en vue de la primaire républicaine. Sarah Palin, une vieille connaissance, a rallié à sa candidature. Elle avait elle-même échoué, vous vous en souvenez, en 2008. On écoute l'ancienne gloire du Tea Party. He
better than anyone, isn't he known for being able to command fire? Lui, mieux que quiconque, est le plus capable d'ordonner la guerre. Êtes-vous prêt pour un commandant en chef? Êtes-vous prêt pour un commandant en chef qui laissera nos guerriers faire leur travail et bottera les fesses de l'État islamique? Êtes-vous prêt pour quelqu'un qui sécurisera nos frontières, sécurisera nos emplois et sécurisera nos maisons? Êtes-vous prêt à rendre sa grandeur à l'Amérique? Je suis ici pour apporter mon soutien au futur président des États-Unis, Donald Trump. Et voilà, un soutien tout en paillettes et en émotion. Justement, on va en parler avec notre correspondant à New York, David Benaïm. David, bonjour. Alors, ce soutien de Sarah Palin pour Donald Trump, est-ce qu'il peut avoir un lourd impact sur les primaires de l'Iowa et du New Hampshire? Absolument, la course est très serrée entre Donald Trump et Ted Cruz. Les deux font appel à un électorat très à droite, les chrétiens évangélistes et les partisans du Tea Party. Or, Sarah Palin a inspiré la création du Tea Party au lendemain de l'élection présidentielle de 2008, où elle était sur le ticket avec John McCain pour être vice-président des États-Unis. Cet électorat représente plus de la moitié des républicains qui se déplacent lors des deux premières primaires. Donc, stratégiquement, à court terme, c'est très malin de la part de Trump de s'associer à Sarah Palin. Alors ça, c'est pour le court terme. Si on voit au plus long terme, quel rôle, justement, Sarah Palin, elle peut jouer dans cette campagne, mais si l'on parle d'une administration Donald Trump? Elle n'a plus de rôle politique aujourd'hui depuis sa démission en tant que gouverneur d'Alaska et son profil est trop proche de celui de Trump pour qu'elle soit désignée encore une fois comme candidate à la vice-présidence. Mais Donald Trump a affirmé hier qu'il lui réservait une place de choix au sein de son administration en cas de victoire. Sarah Palin a exprimé à plusieurs reprises son désir de prendre le portefeuille de secrétaire d'État à l'énergie. Son expérience en tant que gouverneur d'Alaska, qui deal énormément avec les ressources de pétrole et de gaz du pays, pourrait lui donner une certaine légitimité. Sauf qu'elle a affirmé vouloir ce poste pour pouvoir démanteler cette administration et redonner aux États et au peuple la gestion des ressources naturelles du pays. Et du coup, j'imagine que la presse, elle se régale déjà de ce duo de choc. C'est du pain béni pour les médias. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie. Le New York Post a titré Lady and the Trump en référence au célèbre dessin animé de Walt Disney, La Belle et le Clochard. Le Daily News fait moins dans la dentelle, affichant à la une « I'm with stupid », vous n'aurez pas besoin de traduction. Et le quotidien new-yorkais avait déjà fait des siennes en juin, grimant le visage de Trump pour dire qu'un clown se lançait dans la course à la Maison-Blanche. Mais ce sont les shows satiriques qui se délectent le plus. Trump fait déjà le bonheur des Kimmel, Fallon et Colbert. Mais tout le monde ici attend le sketch que nous prépare Saturday Night Live, qui devrait rappeler Tina Fey pour interpréter sa légendaire version de Sarah Palin. Duo choc en politique et duo comique en perspective. C'est le réveil de la farce ou le côté obscur de la politique américaine. Ou sans liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Merci beaucoup David en direct de New York. On s'attarde à présent sur une découverte importante dans la lutte contre le cancer. Une équipe de chercheurs israéliens vient de mettre au point un médicament qui permet de détruire les métastases d'une forme de cancer. Reportage signé Benjamin Le Souef. On verra ce reportage sûrement dans quelques instants. Il y a manifestement un problème technique qui nous l'empêche. Non, on va le voir tout de suite. Le lymphome du manteau. Considérée comme la forme la plus grave des cancers du sang, elle laisse une espérance de vie pour les malades de 5 à 7 ans. À l'université de Tel Aviv, le professeur Dan Peer et son équipe du département de recherche cellulaire et d'immunologie travaillent sur cette maladie depuis déjà plusieurs années. En 2012, ils avaient déjà prouvé la possibilité d'inhiber la division des cellules cancéreuses de cette maladie sans pour autant pouvoir faire parvenir les solutions dans l'organisme. C'est aujourd'hui chose faite. On fait ce qu'on appelle de l'immuno-oncologie. C'est un nouveau domaine dans lequel on peut, en utilisant ce GPS, identifier la bonne cellule. La particule entre dans ces cellules lymphomateuses et libère la charge utile. On va vers le champ d'une médecine personnalisée dans laquelle on sera capable de séquencer les échantillons du patient et créer un nouveau médicament basé sur cette maladie en particulier. Ce GPS, une protéine active associée à un soin personnalisé, se rend et agit directement sur les cellules touchées. Les tests, qui n'ont jusqu'à maintenant été menés qu'à titre expérimental, ont donné des résultats particulièrement encourageants. Menées en collaboration avec plusieurs hôpitaux israéliens, ces recherches ne devraient pourtant pas atteindre les patients dans l'immédiat.
C'est une percée parce que ce mode d'action n'est pas exclusivement réservé à ce type de maladie, mais peut être utilisé pour d'autres troubles. Donc d'une certaine manière, c'est universel. Je pense que ça prendra un certain temps avant qu'on la mette en place cliniquement pour cette maladie, mais il faut y réfléchir et, espérons-le, l'utiliser un jour. Grâce au progrès des nanosciences, de nouvelles thérapies génétiques émergent et ouvrent le champ de la médecine dédiée. Des recherches qui pourraient être salutaires. Selon les chiffres de l'ICA, l'association israélienne du cancer, Israël détient la 2e place en termes de taux de mortalité du lymphome non hodgkinien. Causé par les pesticides et la génétique, un Israélien sur 3 est susceptible d'être un jour concerné. Allez, on s'offre une courte pause info avec le journal présenté par Daniel Atlan. Juste après, on revient et on ouvrira une page éco. On parlera du forum de Davos. À tout de suite.